Pendant Trentons, l'origine du peuple japonais a semblé établie. Deux groupes ancestraux, l'un ancien, l'autre plus récent, se mêlant sur un archipel, la recette génétique écrite dans manuel après manuel. Puis en 2021, une équipe qui a foré des fragments de crânes anciens a extrait quelque chose que les manuels scolaires n'avaient jamais prédit. Un troisième ancêtre passé totalement inaperçu et une population fondatrice si profondément isolée du reste de l'humanité que ses plus proches parents génétiques ne vivent pas de l'autre côté de la mer en Corée, ni dans la Chine voisine, mais sur les lointains plateaux du Tibet. Si cela paraît impossible, c'est parce que l'histoire de l'ADN japonais est unique en son genre. Et si sa découverte a pris autant de temps, ce n'est pas parce que les preuves étaient cachées, mais bien parce que les scientifiques cherchaient où. Pour comprendre ce qui a changé, il faut d'abord comprendre ce que tout le monde croyait et pourquoi cela paraissait si certain. En 1991, l'anthropologue physique Kizuro Hanihara a publié ce qui est devenu le modèle de la double structure. Il avait passé des années à comparer des crânes et des dents provenant de sites archéologiques de tout l'archipel japonais, à mesurer les angles de la mâchoire, les largeurs crâniennes, les schémas dentaires, à cataloguer des milliers de points de données, et la conclusion était élégante. Selon lui, les Japonais modernes étaient le produit de la fusion de deux populations. Tout d'abord, les Jomon des chasseurs-cueilleurs indigènes, qui vivaient sur les îles depuis plus de 10 000 ans, construisant des colonies, fabriquant les plus anciennes poteries connues au monde, cuisant des récipients en argile sur le site d'Odai Yamamoto à Aomori. Il y a plus de 6 000 ans, soit 2 millénaires entiers avant que quiconque en Mésopotamie ne façonne un pot. Deuxièmement, les Yayoi migrants venus de la péninsule coréenne vers 900 avant notre ère ont apporté avec eux la connaissance de la riziculture irriguée qui allait transformer la société japonaise, passant de chasseurs-cueilleurs dispersés à des communautés agricoles organisées. Le modèle dual était clair. Cela expliquait magnifiquement les données archéologiques. Parcourez n'importe quel grand musée japonais aujourd'hui et l'histoire se dévoile sur les étagères. Des crânes, Jomon, au visage large, aux arcades sourcilières proéminentes et aux yeux enfoncés, côtoient des restes de l'époque Yayoi aux traits plus plats, plus raffinés et manifestement plus proches des caractéristiques de l'Asie orientale moderne. Le contraste physique est visible à l'œil nu. Les Jomon avaient une apparence différente des peuples qui leur ont succédé, et leurs dents en témoignaient également. Les caractéristiques dentaires des Jomon correspondaient à une structure appelée Sundodontae courante en Asie du Sud-Est, tandis que les dents des Yayoi présentaient des Synodontae associées aux populations d'Asie du Nord-Est. Les études génétiques menées dans les années 1990 et 2000 n'ont cessé de le confirmer, retrouvant exactement le signal en deux parties prédits par Hanihara. Les Ainus d'Hokkaido et les Ryukyuans d'Okinawa, séparés par plus de 3,0 km aux extrémités opposées de l'archipel, se sont regroupés génétiquement, présentant tous deux des traces d'ascendance Jomon plus importantes que les Japonais du continent. Cette signature géographique, deux populations isolées encadrant les îles, correspondait parfaitement au modèle. Mais voici le problème d'une théorie qui s'ajuste parfaitement, personne ne vérifie ce qui pourrait lui manquer. Le modèle dual présentait un angle mort, et celui-ci était inhérent aux outils utilisés, les marqueurs génétiques classiques, tels que les groupes sanguins, les protéines sériques et les variants enzymatiques utilisés par les chercheurs depuis les années 1960, pouvaient détecter de larges différences entre les populations, mais ils n'avaient pas la résolution nécessaire pour distinguer des vagues de migration étroitement liées arrivant à des siècles d'intervalle. Si deux groupes génétiquement similaires étaient entrés au Japon à des époques différentes, ces anciennes méthodes les auraient confondus en un seul signal. Par ailleurs, les quelques études d'ADN anciens qui existaient au début des années 2000 s'étaient concentrées presque exclusivement sur les restes Jomon. La période Yayoi avait fourni une poignée d'échantillons et la période Kofun, la transition impériale, d'environ 300 à 700 après GC, qui a vu la montée du pouvoir centralisé d'immenses tumulus funéraires en forme de trous de serrure et l'introduction de l'écriture chinoise au Japon.
Zéro génome. Aucun individu Kofun n'avait jamais été séquencé. Toute une époque de l'histoire japonaise, 4 siècles de transformation culturelle radicale, restait une page blanche dans les archives génétiques. C'est précisément sur cette page blanche que l'ancien modèle s'est avéré défaillant. Et les raisons de cette absence de séquence ne sont pas le fruit du hasard. Il s'agissait de facteurs structurels. Le climat japonais chaud et humide offre des conditions extrêmes pour la préservation de l'ADN ancien. Les ossements, qui auraient fourni un excellent matériel génétique dans les grottes froides d'Europe ou les déserts arides d'Asie centrale, étaient souvent dégradés, au point d'être inutilisables dans le sol japonais. Ajoutons à cela le fait que de nombreux sites funéraires de l'époque Kofun, notamment les imposants tombeaux en forme de trous de serrure appelés Kofun, sont classés propriété impériale par le gouvernement japonais. Ils sont protégés, non fouillés et juridiquement intouchables. Les chercheurs n'ont pas pu séquencer ce qui leur était inaccessible. Et il y avait un problème encore plus subtil. Comme le modèle dual s'ajustait si parfaitement aux données disponibles, il y avait peu de pression institutionnelle pour aller plus loin. Quand un modèle fonctionne, on cesse de le tester. Lorsqu'on explique les Ainus, les Ryukyuans et le gradient continental, pourquoi soupçonner qu'un troisième ingrédient manque? Si l'on compare uniquement le point A et le point C, on pourrait conclure que la différence entre eux est simple. Mais si vous ne vous intéressez jamais au point B, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé entre les deux. Et ce qui s'est passé entre les deux, il s'avère, fut l'événement génétique le plus important de l'histoire du Japon. L'équipe qui a finalement examiné le sujet était dirigée par Shigeki Nakagome, chercheur en médecine génomique au Trinity College de Dublin, travaillant aux côtés de Takashi Gakuhari à l'université de Kanazawa. Leur approche n'a pas débuté par une grande hypothèse, mais par un type d'os spécifique. Ni un fémur, ni une côte. L'os pétreux. Une petite pyramide de tissu dense enfouie profondément dans l'oreille interne, pas plus grande que la dernière articulation du pouce. C'est l'os le plus dur du corps humain, si compact que les bactéries et l'humidité peinent à le pénétrer. Grâce à cette densité, il préserve l'ADN ancien bien mieux que tout autre élément du squelette. Dans les climats chauds et humides comme celui du Japon, où la matière organique se dégrade rapidement dans les sols acides, cette distinction est cruciale. Les tentatives précédentes d'extraction d'ADN à partir de sites archéologiques japonais avaient souvent permis de récupérer moins de 1% de matériel génétique utilisable, soit du bruit de fond. L'os pétreux a complètement changé la donne. Travaillant dans des salles blanches dédiées à l'université de Kanazawa et au Trinity College de Dublin, l'équipe a soigneusement foré des os pétreux et une seule dent provenant de 14 individus anciens, exhumés de 6 sites dispersés dans l'ouest et le centre du Japon. La plus ancienne, une femme de la préfecture d'Ehime, était décédée depuis 90 ans. Les plus récents 3 squelettes de la préfecture d'Ishikawa dataient de la période Kofun il y a seulement 500 ans. Ces 3 génomes Kofun seraient les premiers jamais produits pour cette époque. Avant de découvrir ce que révèlent leurs preuves, si cette histoire de découverte vous captive, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes où les preuves remettent en question ce que nous pensions savoir. 12 des 14 échantillons ont donné des séquences utilisables. 9 Jomon 3 Kofun. Et lorsque les données sont revenues, elles ne correspondaient pas au modèle dual. L'outil statistique utilisé s'appelle la méthode des ondes cubiques qui teste si une population observée peut être expliquée comme un mélange de sources ancestrales connues. Pour les individus de la période Yayoi, un mélange à double origine Jomon et nord-est asiatique s'est avéré exact. Mais pour les individus Kofun, ce même modèle à 2 sources a échoué. Les calculs mathématiques l'ont rejeté. Il y avait autre chose, un 3e composant ancestral présentant une forte affinité génétique avec les populations chinoises Han des régions du fleuve Jaune et du fleuve Liao occidental. Les chercheurs ont ensuite appliqué un modèle de mélange à 3 voies, Jomon Asie du Nord-Est et Asie de l'Est, et les données Kofun se sont avérées pertinentes. Qu'est-ce que cela signifie en termes humains? Cela signifie qu'aux alentours de 300 après Jésus-Christ,
Une nouvelle vague de personnes est arrivée dans l'archipel japonais, probablement en provenance du sud de la péninsule coréenne, avec des ancêtres génétiquement distincts à la fois des Jomon et des migrants Yayoi antérieurs. Il ne s'agissait pas simplement de quelques commerçants ou les diplomates. Leur empreinte génétique est considérable. Environ 71% de l'ascendance du Japon continental moderne remonte à cet afflux de l'époque Kofun. 13% remontent aux Jomon originaux, 16% aux Yayoi. Le groupe arrivé en dernier a laissé l'empreinte la plus profonde. 3 éléments de preuve rendent cette conclusion difficile à réfuter. Premièrement, que révèlent les génomes? Les individus Kofun nécessitent un modèle à 3 sources, contrairement aux individus Yayoi. Il ne s'agit pas d'une question d'interprétation ou d'ambiguïté statistique. Le modèle à 2 facteurs est mathématiquement rejeté pour les échantillons Kofun avec un degré de certitude élevé. Une 3e source existe et elle est bien réelle. Deuxièmement, ce que cette découverte exclut. Si la transition Kofun avait été purement culturelle, une question de diffusion de nouvelles idées sans nouveaux individus, le profil génétique des individus de l'époque Kofun devrait ressembler à celui des individus Yayoi, avec peut-être une légère dérive. Au contraire, ils comportent une composante substantielle qui n'existe dans aucun échantillon Yayoi. La dérive génétique aléatoire ne produit pas cela. L'assimilation progressive sur quelques générations ne produit pas cela. Seul un mouvement de population significatif le produit. Troisièmement, ce que cela implique. La période Kofun fut celle où le Japon se transforma d'un ensemble de communautés agricoles en un État centralisé. D'immenses tumulus funéraires furent construits pour une nouvelle classe dirigeante. Des caractères chinois apparurent sur des outils en métal, des épées et des miroirs. Des structures politiques ont émergé qui allaient définir l'archipel pendant des siècles. Nous savons maintenant que cette révolution culturelle a coïncidé avec une révolution démographique. Ce ne sont pas seulement les idées qui ont traversé le détroit, mais aussi les personnes. Cependant, le modèle tripartite soulève autant de questions qu'il n'apporte de réponses. Certaines questions restent véritablement irrésolues. Les individus Kofun séquencés dans cette étude n'étaient pas enterrés dans les grands tumulus en forme de trous de serrure réservés aux élites. Il s'agissait de personnes de rang inférieur de membres ordinaires de la société. Cela signifie que nous ignorons encore le profil génétique de la classe dirigeante Kofun. Étaient-ils eux-mêmes les migrants? Descendaient-ils de l'ancienne élite Yayoi qui avait adopté les coutumes continentales? Pour répondre à cette question, il faudrait séquencer les restes provenant des grands tombeaux dont beaucoup sont protégés en tant que propriété impériale et donc interdits de fouilles par la loi japonaise. Il y a aussi le mystère plus profond des Jomon eux-mêmes qui est antérieur à toute question concernant les Kofun. Leur lignée a divergé de toutes les autres populations d'Asie de l'Est. Il y a entre 20-0 et 15-0 ans une séparation si ancienne qu'elle est antérieure à la divergence des ancêtres des Chinois, des Coréens et même des Amérindiens modernes. Lorsqu'on représente l'ADN Jomon sur un arbre phylogénétique, il se ramifie. Avant presque tous les autres groupes d'Asie orientale, il s'appuie sur une branche si ancienne qu'elle les relie à la base de toute la famille eurasienne orientale. Ils ne constituent pas une variante régionale d'une population plus vaste. Ils sont un vestige de l'une des premières vagues humaines à avoir atteint la côte pacifique. Pourtant, leurs plus proches parents génétiques vivants ne sont pas leurs voisins géographiques. Les Ainus d'Hokkaido possèdent environ 79% d'ascendance de type Jomon. Les Ryukyu d'Okinawa en possèdent environ 28%. Mais de l'autre côté de la mer, la population qui partage l'affinité la plus inattendue avec les Jomon est celle des peuples autochtones de Taïwan, suggérant une ancienne route de migration côtière depuis l'Asie du Sud-Est qui longeait le pourtour du Pacifique des milliers d'années avant l'existence de la riziculture. Ensuite, il y a l'haplogroupe D,
Sur le chromosome I, les hommes japonais présentent une fréquence remarquablement élevée d'un allèle appelé DM55. En dehors du Japon, on le trouve très rarement. Ni en Corée, ni en Chine, ni en Asie du Sud-Est, où les études de Michael Hammer menées auprès de plus de 1,0 hommes, issus de 20 populations différentes, n'ont révélé aucun porteur. La seule autre population sur Terre où une branche étroitement apparentée de l'aplogroupe D apparaît à des niveaux comparables est celle des hommes tibétains vivant sur un plateau à 5,0 km de là, séparés par des océans, des déserts et toute l'étendue de la Chine. On estime que les deux branches se sont séparées il y a environ 50 ans. Ce n'est pas une coïncidence que l'on peut expliquer par des contacts récents. C'est le signal fantôme d'une migration si ancienne qu'elle est antérieure au dernier maximum glaciaire, une trace de mouvement le long de couloirs qui n'existent plus à travers des paysages qui sont maintenant le fond de l'océan. Entre-temps, la population Jomon elle-même est restée extraordinairement petite. Une modélisation basée sur des séquences d'homozygosie chez un individu Jomon vieux de 808 ans suggère une population effective d'à peine 1,0 personnes maintenues pendant des millénaires sur une chaîne d'îles s'étendant sur 4,0 km. Ils n'étaient pas seulement isolés. Ils constituaient l'une des populations humaines modernes les plus appauvries génétiquement jamais documentées, et pourtant ils ont persisté, se sont adaptés et ont inventé la technologie céramique avant presque toutes les civilisations sur Terre. Aujourd'hui, dans tout l'archipel japonais, les proportions de ces trois lignées ancestrales varient de façon à ce que l'on puisse cartographier préfecture par préfecture. À Okinawa, l'ascendance Jomon atteint 28,5%. Dans le nord-est, elle est d'environ 19%. Dans l'ouest du Japon, plus proche de la péninsule coréenne et du point d'entrée historique des migrants continentaux, ce pourcentage tombe à 12%. Ce gradient n'est pas aléatoire. C'est l'empreinte géographique de vagues migratoires successives, chacune s'enfonçant toujours plus profondément dans l'archipel, chacune se mélangeant plus ou moins complètement selon le terrain, la distance et le temps. Si ce chapitre méconnu des origines du Japon vous a intrigué, abonnez-vous pour rester avec nous tandis que la révolution de l'ADN ancien continue de réécrire des pans d'histoire que nous pensions révolus. Quelque part dans un laboratoire universitaire, l'os pétreux d'un squelette de l'époque Kofun renferme encore des séquences que personne n'a encore lues. Les tombeaux de la classe dirigeante restent scellés. Et dans l'ADN de 125 millions de Japonais vivants, trois populations anciennes poursuivent de leur conversation silencieuse une conversation invisible jusqu'à ce que quelqu'un pense à écouter une troisième voix. Les Jomon ont survécu pendant plus de 10 ans avec une population d'environ 1,0 individus ont inventé la plus ancienne poterie du monde et possèdent une lignée génétique qui les relie au Tibet et à Taïwan, mais presque nulle part entre les deux. Voici donc la question qui reste sans réponse. Si les Jomon furent parmi les premiers humains modernes à atteindre l'Asie de l'Est, empruntant une route côtière depuis le sud il y a des dizaines de milliers d'années, qu'est-il arrivé à toutes les autres populations qui ont dû voyager à leur côté?